Bonjour, nous avons fait une vidéo afin de vous présenter le modèle des fondamentaux des soins. Je me présente, Geneviève Dionne, je suis la directrice des soins au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes et je suis avec ma collègue Marie-Josée Cormier, la conseillère en soins infirmiers au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes. Alors, ce modèle a été développé suite à des inquiétudes grandissantes de plusieurs infirmières-chercheurs au niveau international en lien avec la qualité des soins. Il y a aussi des inquiétudes en lien avec la perception des soins, la perception et l'omission aussi, qui a une grande répercussion là, au niveau soit des conséquences ou de la qualité en général. En fait, quand on parle d'omission des soins ou la priorisation des soins par rapport à celle des soignants versus celle de nos clients, de nos résidents, ici en CHSLD. Donc, le personnel soignant a des fois tendance à prioriser certains soins selon eux, selon ce qu'ils pensent le plus important, le plus prioritaire, puis ne pensent pas toujours à la priorité du résident, à eux, qu'est-ce qu'ils pensent que c'est le plus important pour eux. Donc, quand on parle de techniques, des pansements, des changements de son, tout ce qui est écrit sur notre plan de travail, des tâches concrètes qu'on a à faire, on priorise ça. On pense que c'est la priorité, on pense que c'est ce que le résident veut aussi, mais quand on s'arrête, quand on discute avec notre résident, quand on valide c'est quoi ses besoins, ses priorités, bien, des fois, on se rendait compte justement qu'on n'allait pas dans le même sens du tout. Donc, c'est une des raisons pourquoi là, on a travaillé sur le modèle des fondamentaux puis qui ont développé un petit peu cet aspect-là pour aller tous dans le même sens, dans la même priorité, en fait. Exact. Puis l'omission, c'est aussi c'est ça, je vais prioriser, je ne ferai pas circuler un résident parce que j'ai un changement de pansement à faire ou ça peut être au niveau de l'hydratation, l'élimination, mais même aussi le volet là, psychosocial. Donc, le modèle en soi, c'est un modèle qui se veut continu. Une sphère ne peut pas être indépendante de l'autre sphère. En fait, il y a 3 sphères. Il y a la relation, l'intégration des soins et le contexte des soins. La relation, en fait, c'est le noyau, c'est le cœur du modèle. C'est fondamental d'établir une relation de confiance avec les proches, avec les familles, avec le personnel soignant. Pour le bien de cette vidéo, on va utiliser le terme résident parce qu'ici, notre clientèle, c'est comme ça qu'on la nomme, mais vous pouvez remplacer ce terme par client, patient, personne soignée, tout dépendant du milieu où vous travaillez. Donc, dans la relation, il y a 5 concepts. Le premier, c'est la confiance. Donc, développer un lien de confiance avec notre résident. Dès le début, dans le fond, dès la mission, dès le premier contact avec nos résidents, on s'assure d'avoir une approche qui est adéquate et puis de se mettre disponible dès le départ là, pour le résident, pour qu'il puisse se sentir à l'aise, de se présenter, de nommer qu'est-ce qu'on vient faire, de lui demander si c'est les bons moments pour venir faire des interventions ou de donner des soins, de toujours s'assurer qu'il soit en accord avec ce qu'on vient faire, si c'est le bon moment pour lui. Donc, c'est ça, la relation de confiance, c'est les premiers moments, les premiers contacts qu'on a avec les résidents. Qui ne prend pas du temps. Non. Ça n'ajoute pas une lourdeur sur notre travail. Ensuite, il y a aussi la centration. Donc, quand on donne un soin, être centré sur le résident, sur ses besoins, son verbal, son non-verbal aussi, surtout, qui est très, très, très important. Ensuite, il y a l'anticipation. Donc, anticiper ses besoins, anticiper ses réactions aussi. Et de connaître nos résidents parce que le point après, c'est la connaissance. Donc ça vient ensemble parce que quand on connaît bien nos résidents, quand on connaît leur rythme de vie, leurs habitudes, on est capable d'aller anticiper des besoins qui peuvent arriver ou qui arrivent souvent ou des comportements qui peuvent arriver dans certains moments. Donc, le fait de connaître bien nos résidents, de connaître leur histoire de vie, on est capable de mettre en place des interventions, d'aller au-delà de eux quand ils nous font la demande. Mais si on est capable d'aller anticiper ces moments-là, d'aller faire nos interventions avant que les résidents le demandent, bien, on vient aussi boucler la relation parce que ça amène de la satisfaction de la part du résident, de la confiance, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller sonner, il n'y a pas besoin de venir nous chercher pour qu'on puisse répondre à ses besoins parce qu'on le connaît puis on va aller au-delà de ça. Exact. Puis, le 5e concept de la relation, donc c'est l'évaluation. J'aime beaucoup cette partie-là. En fait, quand on parle d'évaluation, souvent, on va penser à évaluer le résident, comment il est et tout ça, mais c'est vraiment une évaluation. Nous, notre relation, elle est comment en rapport avec notre résident? Donc, est-ce qu'on a une bonne relation de confiance avec lui? Est-ce que nos interventions
sont de bonne qualité? Est-ce qu'on est bien centré sur lui? Est-ce qu'on lui, est-ce qu'on lui permet d'être en confiance quand on est avec? Puis si cette évaluation-là, quand on la regarde, OK, ben on fait de l'introspection, puis on se dit, telle sphère ou telle sphère, je devrais être un petit peu plus attentive, à développer être un peu plus attentive, par exemple, au non-verbal de mon résident. On réajuste nos interventions et après ça, on continue parce que c'est pas parce que le lien de confiance n'est pas totalement développé qu'il ne peut pas se développer. Exactement. On peut toujours se réajuster. Oui, c'est tout au long du continuum de soins, en fait. Puis c'est important de s'auto-évaluer régulièrement pour se demander, bon, ben est-ce que je fais tout ce que je peux? Est-ce que mon approche est adéquate? Est-ce que la façon que j'interagis avec mon résident, est-ce que ça le met en confiance? Et de se mettre à sa place aussi, ça fait en sorte que, si j'étais à la place de mon résident, est-ce que je serais satisfait de la relation que j'ai avec mon infirmière, mon préposé? Est-ce que je serais en confiance? Est-ce que j'y ferais confiance? Donc, c'est important de se poser ces questions-là pour répondre, puis de pouvoir s'améliorer si on a des choses à améliorer. Oui. Ensuite de ça, la deuxième sphère, l'intégration des soins. Donc, il y a 3 concepts, les besoins physiques, les besoins psychosociaux et les besoins relationnels. Pour les besoins physiques, on est tous capables d'en nommer rapidement, boire, manger. Exactement, boire, manger, se mobiliser, le repos, le sommeil, l'hygiène, la sécurité, être confortable, être sans douleur. Donc, répondre à ces besoins-là. Puis, c'est pas juste identifier ces besoins-là, c'est aussi mettre en place des interventions qui sont adaptées à la personne parce que c'est pas une recette qui est bonne pour tout le monde. Chaque résident a ses particularités, son histoire. Ses besoins particuliers. Donc, toutes les interventions qu'on doit faire doivent être personnalisées selon les besoins, les valeurs, les croyances de nos résidents. Le deuxième concept, c'est les besoins psychosociaux, donc tout ce qui a trait au respect, à la dignité, l'intimité, faire de l'enseignement aussi auprès de notre résident, le tenir impliqué, informé, communiquer. Valider sa compréhension de qu'est-ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on vient de faire, puis valider si, comme je disais tantôt, est-ce que c'est le bon moment, si est-tu adéquat pour lui maintenant, ou on décide de faire des interventions, des soins un peu plus tard. Donc, c'est important de toujours valider qu'est-ce qu'il veut. Puis dans le volet psychosocial aussi, il y a respect des valeurs et des croyances qui sont très, très, très importantes. Chaque personne a un passé, comme on disait tantôt, donc a des valeurs particulières et il faut les connaître, ces valeurs-là, ces croyances, ce qui est pour lui prioritaire pour pouvoir mettre en place là, un plan de soins qui est vraiment adapté à la personne. Ensuite, le troisième concept relationnel, donc c'est les actions que le soignant doit faire pour le résident, avec le résident. Donc, être empathique quand on vient puis on donne un soin, s'engager aussi auprès de la personne, avoir une écoute active, impliquer aussi la famille. Dans le processus. Donc, où est-ce que la famille et les proches veulent venir s'impliquer, où est-ce qu'ils veulent venir travailler avec nous parce qu'ils connaissent le résident. Donc, c'est les personnes les mieux placées. Pour nous donner de l'information, pour nous aider justement à avoir des interventions personnalisées. Puis, travailler en équipe avec la famille, les proches, c'est important parce que ça nous aide, nous, dans notre travail. Puis, c'est sûr qu'on dit c'est les mieux placés, c'est eux autres qui connaissent bien le résident et puis on doit travailler tout le monde en équipe. Ils font partie de l'équipe en tant que tel, donc il faut les impliquer puis de voir avec eux aussi c'est quoi leur... comment ils veulent s'impliquer, à quel niveau ils veulent s'impliquer, puis de leur laisser la place qu'ils veulent puis respecter cette place-là aussi. Puis, ils ont des craintes aussi? Des craintes, des questionnements, de l'inconnu. C'est souvent de l'inconnu. Les épisodes de soins, c'est pas juste une adaptation pour le résident, c'est une adaptation pour la famille aussi. Donc, aider la famille à s'adapter, oui, puis à trouver sa place. Oui, exact. Dans cette nouvelle façon de vivre, si on peut dire ça. Oui, c'est ça. Puis aussi, finalement, travailler avec la personne pour fixer des objectifs, parce que c'est pas parce qu'on rentre en centre d'hébergement que la vie finit. En fait, c'est une autre étape, mais il reste tellement de choses à faire. La vie continue. Exactement. Puis, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Il y a aussi des objectifs parce que, oui, le temps peut être long en CHSLD. Ils ne sont pas ici là,
dans leur dernier moment. Donc, c'est important de valider avec eux qu'ils ont encore des objectifs, ils ont encore des défis à relever, ils ont encore de l'espoir, ils peuvent avoir encore une qualité de vie. Donc, c'est important de voir tout ça avec eux, comment ils voient là, leur avenir. Puis, tout ensemble, tous les intervenants, la famille, les proches, les résidents, bien, on doit travailler ensemble pour répondre aux objectifs de vie du résident. C'est ça, parce qu'ils ont encore des rêves, des aspirations. Des buts. Et... Ces besoins-là ne s'arrêtent pas parce on est en CHSLD ou on a un diagnostic d'une maladie qui est incurable ou qui est dégénérative, ça change pas le cheminement de la vie. Par rapport à ces objectifs, il y a des choses oui, ça peut changer sa vision des choses, mais il faut s'assurer justement de la connaître et de savoir c'est quoi ses objectifs par rapport à ça. C'est ça. Puis soigner, on l'a dit tantôt, c'est être en relation. Oui. Puis intégrer le modèle de soins ça permet une démarche humaine au niveau du CHSLD, mais dans toutes les sphères, aussi dans toutes les organisations de la santé. Puis ça permet aussi un vieillissement optimal en respectant les choix, les valeurs et les capacités de chaque personne soignée. C'est aussi une approche globale. Hein? Puis l'intégration du modèle permet d'assurer, comme on disait tantôt, un accompagnement centré sur la personne, mais en ayant un accompagnement aussi centré sur la personne, ça constitue les fondations d'une pratique fondée sur les données probantes, une pratique exemplaire. Ça favorise aussi le bien-être de la personne soignée et des professionnels. Puis en parlant de favoriser le bien-être de la personne soignée et les professionnels et renforcer l'aspect humain, en fait, on arrive à la troisième sphère qui est le contexte des soins. Le contexte des soins, c'est tout ce qui a trait à l'organisation, donc adopter une culture organisationnelle centrée sur la personne. Donc, en tant qu'organisation, notre but et notre objectif, c'est de toujours avoir le modèle des soins comme assise, comme fondation. Puis quand on prend une décision, on doit toujours la baser sur ce modèle-là. Donc, est-ce que ma politique, le programme, la procédure ou la décision que je suis en train de mettre en place, est-ce qu'il est en lien, est-ce qu'il est enligné sur les besoins de notre résident? On est-tu centré sur le développement de la relation, sur le bien-être de nos résidents, ou on répond à une exigence? Où on se demande est-ce qu'on a pris le temps de vérifier les priorités, est-ce que c'est vraiment ça que notre résident veut, notre plan d'intervention qu'on vient de décider, notre protocole qu'on vient de monter sur un soin en tant que tel, est-ce que ça va dans le sens que le résident, lui, voudrait que ça se passe? Fait que, c'est pour ça que le modèle existe, puis c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prend une décision, faut s'asseoir avec le modèle, il faut regarder si on a répondu à tous les critères, si on est vraiment à la bonne place avec notre résident et qu'il faut vraiment valider avec lui si ça lui convient. Puis en même temps, tantôt on parlait de normes ministérielles et tout ça, mais quand on regarde la politique hébergement, les normes Agrément Canada, les normes ministérielles, en fait, ce modèle se colle très bien à la politique hébergement parce que c'est aussi une volonté ministérielle d'avoir une approche personnalisée. Centrée sur la personne. Il nomme pas le modèle des fondamentaux des soins, mais il devrait parce qu'en résumé, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça, exactement. Puis en fait, le modèle aussi, au niveau des soignants, on entend beaucoup fatigue morale, dilemme éthique en lien avec nos professionnels de la santé. Mais en fait, ce modèle-là allège la fatigue morale, aide à régler des dilemmes éthiques ou diminuer les dilemmes éthiques. Parce que ce modèle-là nous permet d'exercer dans un cadre qui est plus épanouissant et qui fait du sens aussi à la pratique. Oui, c'est vrai. Si tu voulais nommer un exemple, dans le fond, des fois, on a des situations où il faut faire un choix, on a plusieurs résidents à donner des soins, on a une technique de soins, on aime ça utiliser le pansement comme exemple, mais c'est une technique, on a un pansement à faire sur une plaie. C'est écrit dans mon plan de travail qu'à 13h, je dois faire un pansement à mon résident.
Puis, ben, soit ce résident-là, dans l'après-midi, à cette heure-là, il y a une belle activité qui est dans ses activités préférées. Il aimerait ça, aller à l'activité, mais moi, j'ai un pansement à faire à cette heure-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire quand je suis le modèle de soins? Ben, c'est important de me poser la question, qu'est-ce que mon résident préfère? Qu'est-ce qu'il voudrait, lui? Donc, c'est important que je le vérifie auprès de lui. Est-ce que mon pansement, c'est prioritaire? Est-ce que ça aurait des impacts négatifs sur lui que je ne le fasse pas maintenant, ici, à 13h? Mais qu'avec le résident, je peux voir si son activité est prioritaire. Donc, s'il désire aller à l'activité, je peux voir avec lui, bon, ben OK, le pansement, ben, on le fera un petit peu plus tard. Il n'y aura pas d'impact négatif là, sur la guérison en soi. Donc, c'est important d'aller valider avec, quand on utilise le plan, le modèle de soins, ben c'est important de valider qu'est-ce que mon résident veut, puis la priorité de mon résident et non la priorité qui est sur mon plan de travail à moi. Oui, c'est ça, exact. Puis aussi, quand on l'a présenté au personnel soignant, aux infirmiers, aux infirmières, on l'a présenté à tout le monde, mais spécialement quand on l'a présenté aux infirmières, j'ai en tête un exemple, un infirmier qui a levé sa main et qui a dit « Est-ce que tu es en train de dire que si j'ai par exemple, un résident qui est très, très anxieux et une famille qui vient d'arriver, qui a beaucoup de questions, qui est anxieuse avec la situation là, qu'ils sont en train de vivre, mais que j'ai aussi, on peut prendre un autre exemple, un changement de sonde à faire à ce moment-là. Est-ce que je peux prioriser de parler à la famille, les rassurer, répondre à leurs questions, diminuer l'anxiété de mon résident, puis par la suite, soit effectuer mon changement de sonde ou si on arrive à la fin du quart de travail, est-ce que ça peut être le quart suivant aussi qui reprend ce soin-là qui devait être fait parce qu'à ce moment-là, l'infirmier jugeait que c'était prioritaire de prendre du temps avec la famille. Évidemment, je lui ai répondu oui. Puis ce qu'il a répondu après ça, c'est « ça me donne beaucoup d'espoir ». Puis pour lui, c'était un dilemme qu'il vivait régulièrement. Et il croyait qu'il devait toujours prioriser les techniques et son plan de travail, ce qui était écrit parce que c'était comme prioritaire, c'était important de faire ça, mais on sait qu'ici, on travaille avec des humains, donc des situations comme ça arrive régulièrement, que mon résident il est en crise ou qu'il vient d'avoir une mauvaise nouvelle ou il a besoin de verbaliser, il a besoin de parler, il a besoin d'être écouté. Puis c'est ces soins-là qu'on parlait d'omission au début, que des fois on priorisait moins par contrainte de temps, mais par contrainte aussi d'avoir la pression de réaliser les tâches qu'on a décrites sur un papier. Parce que les tâches silencieuses, oui, c'est ça. Parfois, on les fait pas ou on pense qu'ils sont moins importantes, mais c'est pas parce qu'ils sont écrits. C'est ça, pas parce qu'ils sont pas écrits sur le plan de travail qu'ils sont pas importantes. En fait, ils sont tout aussi importantes. On sait juste pas nécessairement quand est-ce qu'ils vont se présenter. Exactement. Puis, on aurait plein d'exemples. Maintenant, quand on fait des vidéos de formation, on va inclure nos résidents pour justement avoir leur point de vue sur une formation qu'on va faire soit avec le personnel soignant ou les préposés. Là. Ils sont impliqués. Oui. Puis ils aiment ça aussi, puis ça les fait participer un peu, pas juste dans leur milieu de vie, mais ça les fait participer aussi du côté des soignants, du côté des intervenants, de voir une autre facette de qu'est-ce qu'ils ne voient pas nécessairement. Donc, de les impliquer dans nos programmes de formation, dans nos vidéos qu'on fait, bien, ça les fait un petit peu se récréer, puis se sentir utiles. Donc, ça augmente leur satisfaction, ça leur augmente le bien-être, leur bonheur en tant que tel. Eux, ils se sentent utiles, puis en même temps, ils sont une source incroyable d'informations parce que quand on fait des vidéos, on va leur demander aussi, avez-vous vécu des situations que vous voudriez qu'on discute justement, qu'on mette en lumière dans cette vidéo-là pour sensibiliser le personnel à faire attention à telle ou telle manière de travailler ou d'interagir avec les résidents. D'avoir leur perception, c'est super important. On s'enligne plus sur nos priorités de formation aussi quand on a la version des résidents, là, de leur point de vue à eux, comment ils voient là, ces choses-là. Exactement. Des exemples, on pourrait en parler toute l'après-midi, toute la journée, tout dépendant quand vous visionnez cette vidéo-là. On est passionnés, je suis passionnée, toi aussi Marie-Josée, je pense que tu es passionnée. Ce modèle-là, c'est pas un modèle révolutionnaire, c'est tous des termes qu'on connaît, que vous connaissez. Mais je crois que c'est juste de le mettre ensemble, de mettre des mots sur ce qu'on veut tout faire comme soignant. Hein? Revenir à l'essence du soin. L'essence du soin, c'est ça, c'est soigner, c'est être en relation. Avec la personne. C'est ça, c'est pas seulement faire des actes. Non.
Donc, si vous voulez discuter avec nous, vous avez des questions, ça a peut-être soulevé plein d'interrogations, vous êtes intéressé, vous voudriez aussi l'implanter, ouais, c'est ça, dans votre organisation, parce que sachez que oui, ici, au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, on l'a implanté, mais il y a plusieurs hôpitaux à travers le monde qui l'utilisent déjà, des hôpitaux magnétiques, que ce soit aux États-Unis, au Danemark, c'est enseigné aussi dans les universités maintenant. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Donc, si vous avez des questions, nos coordonnées sont au bas du vidéo, au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter, on va vous partager nos stratégies d'implantation, nos outils, puis où on est rendu avec ce modèle-là. Donc, merci. Merci.